capacité des étudiants de l'IFACI. Et donc pour cette 5e journée, le thème qui sera abordé bien évidemment est éducation numérique égalitaire pour la paix et l'autonomisation des femmes et filles en RDC. Je me répète, éducation des femmes et des filles en RDC. Je me rappelle, avant de passer la parole, je me rappelle qu'un jour, lorsque j'étais en train de les accueillir, je commencerai par vous remercier d'être là, remercier les intervenants de l'avoir accepté d'animer ces panels ce matin. Madame Eden Lega, qui est chargée de communication de Illico Cash. Je vois qu'ici, le branding, il est partout Illico, un partenaire qui avait accepté de nous accompagner tout au long de la semaine du leadership, mais aussi le maître Oscar Tetika, qui est maître, mais aussi conseiller juridique au ministère du numérique. La semaine du leadership avait été ouverte depuis le mercredi 22 mars 2023 et aujourd'hui nous sommes carrément lundi, le 27, nous allons clôturer demain. Tout au long de notre parcours, nous avons commencé par une thématique axée sur l'équité pour un avenir durable. Le deuxième jour, nous avons exploité une thématique importante et connu la participation de la directrice de cabinet adjointe du chef de l'État, Madame Nicole Ouachamboumba, qui était l'une de nos intervenantes, avec l'honorable Éric Chipouma, qui a lui parlé des médias, et aussi la directrice générale de la RPC. Et le samedi, c'était une table ronde différente de panels comme on va le tenir aujourd'hui. Et on avait connu la participation du nouveau président du Conseil supérieur de l'audiovisuel, le maître Christian Bossébé, qui était l'un de nos intervenants. Et aujourd'hui, nous nous retrouvons ici, ce lundi, pour discuter autour du numérique, autour de l'éducation numérique. Nous avons l'honneur d'avoir avec nous Madame Hélène et Monsieur Tetika, qui sont les intervenants, avec les directeurs généraux de Transacadémia qui sera bientôt là. Alors carrément, chers étudiants, je pense que les matières qui vont couler aujourd'hui sont d'une très grande importance, raison pour laquelle je vous appelle tous à être très attentifs pour que nous puissions nous tous tirer de plus en plus de la connaissance. Depuis le début de cette semaine, tous les panels sont pour moi de masterclass parce que chaque jour, nous rajoutons de la connaissance dans ce que nous avons déjà. Alors j'estime qu'aujourd'hui sera encore une autre journée que nous allons gagner en connaissance. Je vous appelle tous à rester très attentifs face à ces interventions qui seront là bientôt après mon mot. Merci beaucoup et bonne suite de ces programmes. Alors, je voudrais d'entrée de jeu remercier l'IFACI pour l'invitation et particulièrement Madame la Présidente Joséphine de m'associer à cette activité. J'ai suivi dès le début le déroulement de cette semaine et je peux m'empêcher d'encourager, de féliciter toute l'équipe et vous également qui êtes là aujourd'hui pour que nous puissions échanger. Alors, lorsqu'il m'a été demandé de pouvoir venir discuter avec vous sur la question du numérique, vous avez vu de représentation, moi je suis juriste, je m'étais dit qu'il était important que nous puissions avoir une discussion en deux étapes. Premièrement, faire un aperçu, de voir comment est-ce que le numérique révolutionne notre société et dans un deuxième temps, faire un lien entre le développement du numérique et la question des lois, qui est une question législative qui intéresse tous les citoyens, mais qui intéresse particulièrement les professionnels des médias ou de la communication que vous êtes en préparation, en perspective. Donc, premièrement, ce qu'il faut savoir en termes d'aperçu sur l'évolution technologique et particulièrement les technologies du numérique, c'est que en sociologie, il y a une théorie qui s'explique. On parle de la dynamique sociale. La dynamique sociale est cette théorie qui justement renvoie au fait que nous sommes dans un monde qui est mu, un monde qui bouge,
un monde qui change. Simplement, c'est pas moi qui l'invente, c'est Auguste Comte, qui est un sociologue. C'est que le monde dans lequel nous vivons est un monde en mouvement. Et lorsqu'on regarde les différentes évolutions que nous avons eues, il y a eu la première, la deuxième, la troisième, la quatrième révolution industrielle. Aujourd'hui, le numérique rentre dans le cadre de cette évolution ou révolution technologique qui est considérée comme la quatrième révolution du monde. Mais après, il y en aura d'autres, bien sûr. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si vous prenez des outils comme l'Internet et toutes les technologies numériques qui arrivent, on parle de l'intelligence artificielle. Vous avez vu il y a quelques jours certainement les photos du pape habillé, je ne sais moi, en gros vêtements. Ce n'est pas des photos réelles, c'est des photos qui ont été travaillées par l'intelligence artificielle. Vous avez vu il y a 2 jours les photos d'Angela Merkel et Barack Obama sur une plage en train de savourer une crème glacée. Ce n'est pas des photos réelles, c'est des photos qui ont été travaillées par une intelligence artificielle. Si vous suivez, aujourd'hui on est en train de parler d'une application, d'une technologie qui s'appelle ChatGPT, qui est une intelligence artificielle très avancée, à qui vous pouvez demander de vous parler de la communication digitale et des enjeux au XXIe siècle, qui peut être votre sujet de mémoire, et il va vous produire textuellement 40 ou 50 pages avec une introduction, un développement, dans un raisonnement quelconque. Bref, cette technologie, cette évolution est là. Alors, comme toute évolution, il y a des questions qui se posent, qui sont des questions essentielles. Lorsqu'on est allé dans la révolution industrielle vers le XVIIe et XVIIIe siècle, il y avait la question de l'environnement qui s'est posée, il y a eu la question de l'éthique, il y a eu la question du droit. Ces mêmes questions se posent également en ce qui concerne les technologies numériques, c'est qu'on se demande quelle est la réglementation, donc sur le plan juridique, comment est-ce que nous allons protéger les citoyens, comment est-ce que nous allons protéger les métiers, parmi lesquels les métiers de l'information et de la communication, juridiquement, donc à travers les lois, en ce moment où le numérique est devenu l'outil de tous les possibles. Deuxième genre de questions, c'est des questions d'ordre éthique. Vous avez l'intelligence artificielle, vous avez toutes les technologies qui viennent à profusion. Alors il y a une question d'éthique qui se pose parce qu'il y a une difficulté à reconnaître le vrai du faux et aujourd'hui tout est devenu dérisoire de ce que même les professions qui sont réglementées, qui sont soumises à des règles d'éthique et de déontologie arrivent à être affectées par justement la profusion des technologies numériques. Donc ça c'est vraiment un premier aspect qui démontre que le monde tel qu'il est, tel qu'il avance, il n'attend pas, il n'attendra pas. Il a été dans une dynamique dès le début et nous vivons cette dynamique aujourd'hui. Et le numérique ou les technologies numériques en général en constituent également un exemple. Maintenant, abordons ensemble la deuxième question qui concerne la question de la réglementation. J'ai dit dans mon intervention, on parle du droit du numérique au singulier ou droit du numérique au pluriel comme justement garantie du développement, de l'épanouissement de la jeune fille, de la femme et de tous les citoyens. Alors dans notre pays, nous avons, comme vous le savez, depuis 2021, un ministère du numérique qui a été élevé en portefeuille ministériel. Et la question de la réglementation est une question qui est une préoccupation au sein du gouvernement. C'est qu'aujourd'hui, après 2 ans de travail au sein du gouvernement, nous avons un texte de loi qui sera promulgué bientôt. C'est le texte de loi portant Code du numérique. Ça veut dire que c'est une loi qui vient donner du contenu en termes de protection juridique et légale dès l'utilisation, du fonctionnement et la transmission, notamment de toutes les questions qui concernent les technologies numériques. Là-dedans, on trouve des règles qui concernent les acteurs, ça veut dire tous les fournisseurs des services numériques, dans lesquels on retrouve également, dans une certaine mesure, les fournisseurs des services de communication digitale. Deuxièmement, vous avez des règles de droit qui se concentrent sur l'écrit électronique. Aujourd'hui, on parle de la signature électronique, on parle du cachet électronique. Ce sont des notions et des questions qui se développent déjà ailleurs, où
c'est reconnu juridiquement que l'on peut faire une signature électronique, mais dans notre pays, il n'y a pas la possibilité de faire la signature électronique. La signature électronique, ce n'est pas la signature ou le graffiti qui est scanné ou qui est digitalisé. Non, la signature électronique est une suite de caractères qui représentent un sens. Et on peut rattacher à votre personne, à votre identité, une signature électronique qui est unique. Et donc, il y a également des mécanismes technologiques qui permettent de vérifier si une signature est valide ou non. Il y a eu le président du CESA qui était passé et l'honorable Chikouma, que je connais. Je ne sais pas, peut-être qu'ils l'ont abordé, mais aujourd'hui, le gouvernement a aussi proposé un texte de loi sur la communication. Il y a une loi qui va sortir incessamment, ça va concerner le secteur de la communication. Aujourd'hui, il y a une loi qui date de 1996 sur la presse écrite. Et cette loi de 1996 est restée figée dans la conception d'une presse dans l'environnement de 1996. Ça veut dire que c'est une loi qui parle évidemment de la presse écrite, qui parle un tout petit peu de la presse audiovisuelle, mais qui, dans les grands principes, pose simplement des notions générales sur le droit de réponse, ainsi de suite. Il y a par exemple la question importante qui concerne les médias en ligne, qui n'est pas abordée dans cette loi. Et donc le gouvernement, à travers le ministère des Communications et Médias, et d'autres experts d'autres ministères, moi j'ai eu par exemple à travailler également sur cette loi. Donc il y a maintenant une loi qui va venir changer cette loi de 1996 plutôt, et qui tiendra en compte la question de la communication en ligne, qu'elle soit une communication écrite, qu'elle soit audiovisuelle, mais la communication en ligne sera régie par un texte de loi. Quels sont les biens fondés de ce texte? C'est qu'aujourd'hui, on va protéger les droits des professionnels. Vous savez, c'est très compliqué. Aujourd'hui, vous êtes à l'université, vous êtes ici à l'Institut, vous venez étudier les sciences de l'information et de la communication. Donc vous faites un parcours, vous allez en première année, en deuxième, vous faites des examens, vous présentez un mémoire, et cela est reçu, donc c'est pour donner du contenu. Et je ne sais pas, mais je pense que dans le cycle d'enseignement, vous avez des cours qui, par exemple, concernent la déontologie, peut-être, ou l'éthique, certainement. Mais vous voyez combien cette technologie devient déroutante, parce que vous verrez une personne qui n'a jamais été sur le banc de l'école comme vous, qui n'a jamais appris des notions que vous vous apprenez pour professionnaliser votre métier, mais qui va s'improviser chroniqueur, qui va s'improviser journaliste, qui derrière une caméra va commencer à faire des émissions, à mettre sur les réseaux sociaux, aura une audience dans l'ignorance totale des règles qui s'appliquent à votre métier. La loi vient en ce moment-là pour protéger les droits des professionnels qui exercent dans les sciences de l'information et de la communication. Et vous avez le CESAC qui est aujourd'hui en charge de la communication audiovisuelle. Le CESAC se verra rallongé dans ses missions en ce qu'il va également faire la régulation des médias en ligne. Ça veut dire que fini demain, les personnes qui vont se improviser derrière une caméra, ils créent une chaîne YouTube, Mukumboso TV, et à longueur de jour, c'est une information qui n'est pas vérifiée, c'est des insultes, c'est des diffamations, ça sera fini. Parce que même ceux qui vont opérer dans le secteur des médias en ligne devront aller faire une déclaration auprès du CESAC, qui est l'autorité de régulation, pour que l'État reconnaisse qu'effectivement il y a un professionnel qui a rempli les conditions et qui exerce. De tout ceci, l'on se rend compte que le numérique, les droits et l'éthique vont de pair. On ne pourra pas faire une société qui préserve les droits des femmes, qui préserve les droits des professionnels de l'information et de la communication, si l'on ne tient pas compte des changements, je reviens encore sur la dynamique, des changements ou de cette dynamique qui s'exerce dans leur métier. Nous, les juristes, on ne peut pas demain aller soutenir des causes de nos clients devant les juges s'il n'y a pas un texte de loi qui vient reconnaître l'évolution des droits en général reconnus aux personnes
à travers cet outil ou ces technologies numériques. Demain, on saura garantir une société qui est égalitaire, qui respecte les droits des autres, qui respecte la vie privée, qui respecte les professions des autres, s'il n'y a pas un texte de loi qui vient protéger cela, même à l'ère du numérique. Ça veut dire que ces trois maillons de la chaîne vont ensemble. Et je crois que vous qui êtes aujourd'hui au cœur de cette évolution, j'ai beaucoup aimé, c'est la première fois que je viens à l'IFASIC, c'est la première fois que j'entends l'hymne de l'IFASIC. On parlait de la communication, c'est un très beau syllogisme, et à l'intérieur du pays, à l'extérieur du pays, c'est la communication, et cette communication, c'est vous. Donc vous êtes sur la première ligne des fronts de ce monde qui change, et qui en réalité tourne autour de la communication, et donc tourne autour de vous. Vous êtes des acteurs majeurs du monde d'aujourd'hui et de demain, et vous êtes au cœur de cette transformation, cette dynamique sociale qui a commencé hier, qui s'est poursuivie aujourd'hui et qui s'achèvera demain. Et donc la responsabilité, j'imagine que vous avez, est de vous inscrire dans cette dynamique pour redéfinir la conception de votre métier du présent et d'avenir. Ça veut dire que demain, lorsque vous sortirez d'ici et que vous allez vous lancer sur le marché de l'emploi ou sur le marché de l'entrepreneuriat, vous aurez la dimension critique de ce que le numérique peut constituer effectivement un levier de croissance pour votre propre business et nourrir une ambition qui peut être une ambition personnelle. Mais la modeste contribution que je peux faire dans cette grande semaine où les thèmes s'échelonnent, je pense qu'en m'inscrivant à la suite de ce qui a été dit depuis le début, vous devez mettre à cette démarche un tonus de regard d'un point de vue juridique, pour que dans chaque engagement que vous prendrez, dans chaque initiative que vous envisagerez, vous vous rappeliez toujours qu'il y a un texte de loi quelque part qui protège, qu'il y a un texte de loi quelque part qui vous permet de ne pas vous exposer, et lorsque vos droits sont empiétés, vous avez, en vous appuyant sur une loi, la possibilité de réclamer que vous soyez rétabli dans vos droits. Je pense que si cet ingrédient est pris dans la perspective de la recette de la formation qui se pose et qui s'applique à travers une formation académique que vous avez et des formations para-académiques comme l'échange que nous avons maintenant, vous serez des vrais héros et héroïnes de cette première ligne des fronts de la communication qui est votre vocation, et vous avez ce rôle à jouer dans le monde d'aujourd'hui et de demain. Je vous remercie. Bonjour à tous et merci pour l'invitation. Alors du coup, moi j'ai abordé quelques points avec vous par rapport au produit Illico Cash. Déjà, pour commencer, peut-être que tout le monde ne connaît pas Illico Cash. Alors pour vous expliquer, Illico Cash c'est un porte-monnaie électronique avec lequel vous pouvez faire toutes sortes de transactions. Vous pouvez envoyer de l'argent à RDC, vous pouvez envoyer et recevoir de l'argent à l'international. Et des retraits. Et il y a aussi le retrait sans carte. Ensuite, ce que Illico Cash essaie de faire aussi avec les étudiants, c'est de créer des guichets à côté des universités pour que par exemple ce soit plus facile pour vous d'aller payer vos scolarités et vous éviter des heures et des heures et des heures d'attente au guichet à la banque. Ce qu'on a découvert aussi, enfin ce qu'on a découvert, non, c'est un fait, il y a des étudiants qui sont aussi auto-entrepreneurs, qui travaillent et qui ont déjà leur business. Alors en fait, pour pouvoir les accompagner, on a créé aussi une solution qui s'appelle Illico Pay. C'est un portail marchand en fait, Illico pour les professionnels, et en fait vous avez la possibilité de recevoir des paiements, voilà, à travers une plateforme. On vous donne un QR code et à chaque fois que vous recevez un paiement, vous recevez une notification par SMS. On a aussi la possibilité d'installer cette solution en API, si vous avez une application mobile que vous avez développée ou un site internet, ou alors un code marchand pour le paiement à distance également. Donc voilà, Illico Cash souhaite être partenaire des universités pour essayer d'inciter la jeunesse aussi à comment tenir leurs finances, parce que vous êtes quand même l'avenir. Donc si vous vous formez au digital, c'est vous qui allez rendre le pays plus fort.
que j'ai entendu pour la première fois, mot que j'entends pour la première fois aujourd'hui, le droit à l'oubli. Les droits à l'oubli. Alors, comment se constituent ces droits-là? Alors, quand par exemple, parlait que les gens font une vidéo et puis après, ils discutent après un peu un problème, une amitié, et après l'autre met la vidéo sur la toile. Alors, comment vraiment se structure ce que vous avez les droits à l'oubli? Et d'abord, la personne qui publie la vidéo, quelle sera sa responsabilité, mais aussi le chaîne des données et tout ça, tout ce que je passe pour que la vidéo soit publiée. Journaliste, en même temps étudiant en deuxième licence communication stratégie des organisations. Alors, j'ai des petites questions pour M. Prosper. La première, j'avais plus attarder sur le phénomène sextable qui est en train de prendre l'ampleur ici dans la ville province de Kinshasa. Comme vous venez de l'évoquer ici, nous remarquons tous du jour au lendemain des vidéos être balancées dans des internets. Alors, vous êtes juriste. Alors, bien sûr, il y a une loi. Alors, j'aimerais bien savoir quel article stipule que non, regardez, après avoir mis exemple une vidéo de sextable qui est à dignité, alors qu'il doit se faire poursuivre la personne en justice, alors qui est dit la loi par rapport à ça. Et puis, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a promulgué le 25 novembre 2020 la loi numéro 20/017 relative aux télécommunications et aux technologies de l'information et de la communication. Alors, j'aimerais bien savoir quelle place ces textes légaux réservent-ils aux questions touchant à la protection de la vie privée et des données à caractère personnel. À propos du droit dans le monde digital, je me demandais si par exemple un mineur postait lui-même ses photos dénudées, quelque chose qui est de la pédopornographie, mais comme c'est un mineur qui l'a fait tout seul, comment sera sanctionnée cette pédopornographie? Interagit, ça prouve qu'il y a de l'intérêt dans ce que nous avons dit. Et comme on l'a dit au début, c'est un échange. Nous sommes là pour échanger, pour discuter. Première question, M. Kachino, qui a parlé de la cybersécurité. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Qui a parlé de la cybersécurité et de la complexité à faire respecter la loi. Bon, comme je vous ai dit, cette loi, elle sera en vigueur bientôt, lorsqu'elle sera publiée au journal officiel, donc elle est dans le processus. Mais il y a des mécanismes, c'est-à-dire qu'on n'a pas seulement mis la loi, il y aura des structures qui seront créées pour faire une espèce de suivi de la mise en œuvre de la loi, du respect de la loi. Mais autre chose, c'est, on va parler de la cybercriminalité, je ferai un commentaire à la fin, c'est que la loi va punir aussi, va mettre les infractions pour les personnes qui ne vont pas respecter un certain nombre de comportements. Et c'est cela même la cybercriminalité. Aujourd'hui, si vous sortez ici dehors, vous voyez le combiste qui est au coin, puisqu'il met des bottes d'argent devant sa table. Si vous prenez un morceau et vous commencez à fuir, dans les minutes qui suivent, on va crier au voleur, on vous attrape, on pourra vous amener au parquet, et puis vous ferez peut-être la prison pour ça. Parce qu'il y a un article dans le code pénal qui dit toute personne qui vole ou qui prend une chose de loi à l'époque, les juges faisaient un raisonnement d'interprétation et considéraient cette pratique comme un empoisonnement. Donc le juge appliquait la peine qui est prévue pour l'empoisonnement au fait qui était constitutif de transmission volontaire de VIH. Le droit a évolué pour arriver à cette consécration. Ça veut dire que cette dynamique s'opère aussi sur le net. Et je pense que pour notre pays, on est au début. Et on fera l'expérience de cette loi dans le 5, 10, 20 ans à venir. La technologie va vite. Peut-être que demain, on sera appelé à changer la loi. Mais il faut d'abord que la loi commence, qu'elle s'applique et qu'on regarde comment ça va évoluer. Donc le texte prévoit effectivement des mécanismes pour faire respecter la loi d'un point de vue de cybercriminalité et de cybersécurité. Mais comme je l'ai dit,
on verra dans la pratique comment ça va se mettre en œuvre. Monsieur Léna qui parlait du droit à l'oubli. Le droit à l'oubli est une notion dans la conception des données à caractère personnel. Ça veut dire simplement quoi en termes simples? Ça veut dire que les données sont constituées comme votre propriété. Quand vous faites votre photo, c'est une donnée, c'est votre donnée, c'est à vous. Et s'il y a une donnée qui vous concerne, qui est mise sur Internet, en l'occurrence sur la place publique sur Internet, vous, en tant que propriétaire de cette donnée, vous avez le droit de demander qu'on oublie cette donnée. Le droit à l'oubli, c'est quoi? C'est un mécanisme qui permettra l'inaccessibilité de cette donnée à d'autres personnes. Parce que derrière chaque photo qui est postée sur Internet, il y a un code. Derrière chaque image, chaque information qui est postée sur Internet, il y a une suite de caractères. Donc quand je parlais des structures qui seront mises en place, donc pour cette structure-là, ce sera ce qu'on appellera l'autorité de protection des données. Et donc vous allez vous adresser à cette autorité-là pour dire, il y a telle donnée qui me concerne, je ne veux plus que ça soit accessible à tous. Et il y a des mécanismes techniques qui permettent de bloquer l'accès à cette donnée à n'importe qui. Je prends un exemple. Il y a quelques semaines, la chanteuse française Aya Nakamura avait fait une déclaration à la police comme quoi il y a eu des gens qui avaient cambriolé sa villa et qui avaient emporté des ordinateurs et des téléphones. Quelques semaines après, il y a eu un chantage comme quoi il y avait une sextape qui allait sortir d'elle. Et jusqu'aujourd'hui, même l'environnement Internet n'a pas vu cela. Pourquoi? Parce qu'elle a peut-être signalé à l'avance et on a bloqué l'accès à ces données. Donc, c'est des choses qui vont se mettre en place. Mais comme je le dis, le préalable, c'est la loi. Il faut que la loi reconnaisse cette possibilité pour qu'elle puisse se mettre en œuvre. En ce qui concerne la troisième question, ça revient un peu, M. Aristote qui demandait comment on va poursuivre la question de sextape. Bon, après, comme je dis, la donnée vous appartient. Vous-même, vous déterminez quel type de données vous allez faire, vous allez produire. Si vous avez votre propre donnée qui reste pour vous, à votre usage personnel, vous faites du mal à personne. Si vous photographiez vous-même, ça reste dans votre téléphone. On ne va pas aller chercher, faire un contrôle systématique pour voir quels sont les individus. Non, vous avez le droit. Vous avez ce droit-là, c'est votre droit. Mais le problème, c'est quand cette donnée se retrouve sur la place publique sur Internet et commence à faire subir une espèce de pression sociale sur vous. Voyez-vous? C'est là qu'il y a un problème. Et c'est là que la loi doit intervenir pour vous protéger si vous êtes effectivement victime. Mais après, si vous le faites vous-même dans le but d'inciter quiconque, et là vous serez poursuivable peut-être. Donc comme je le dis, vous avez le droit. Mais votre droit s'arrête lorsque l'exercice de votre droit porte atteinte à l'ordre public. Lorsqu'il y a atteinte à l'ordre public, et là c'est la loi qui va intervenir pour réprimer. Vous avez suivi certainement, TikTok sera désactivé aux États-Unis et plusieurs autres pays s'apprêtent à le rendre indisponible. Pourquoi? Parce que TikTok est une application chinoise, donc les propriétaires de TikTok sont chinois, et les États-Unis estiment qu'il y a un traitement systématique des données des Américains et qui, à partir des entreprises chinoises, pourront remonter au gouvernement chinois pour savoir un peu les préférences des Américains. Donc ils vont bloquer l'accès à TikTok. Bon, comme on parle des mœurs, est-ce qu'il faut qu'on propose au gouvernement de bloquer également l'accès à TikTok en RDC? Vous êtes d'accord? Mais lorsqu'il y a une menace sur la paix publique, sur l'ordre public, on peut en arriver à des mesures qui sont des mesures drastiques. Donc comme je l'ai dit, si vous faites des vidéos qui restent parfaitement à usage individuel, en ce qui vous concerne, quand ça ne tout pas sur la place publique, il n'y a pas de problème. Mais lorsque vous arrivez à empiéter cet espace et le remettre sur la place publique,
c'est là que l'on peut parler d'atteinte à l'ordre public et vous pourrez être appelé à répondre. Qu'en est-il de la loi de 2020 sur le télécom et l'éthique en ce qui concerne la protection de la vie privée et des données à caractère personnel? Oui, je ne l'ai peut-être pas dit, la loi de 2020 sur le télécom, télécommunications et technologies de l'information et de la communication a des dispositions, c'est les 3 articles, qui parlent de la protection de la vie privée et de la protection des données à caractère personnel. Mais si vous regardez cette loi, il y a 2 articles qui posent le principe. Il y a un article qui dit que c'est le ministre des Télécoms qui doit prendre un acte, donc un arrêté ministériel, pour compléter la loi. Alors, cet aspect de choses laisse quand même plusieurs branches ouvertes pour la question de la donnée. Donc la loi de 2020 n'avait peut-être pas examiné la question de la donnée dans son ensemble. Parce qu'il y a du point de vue du droit du numérique ce qu'on appelle le cycle de vie de la donnée, qui commence au niveau de la création. Quand vous créez une donnée, vous générez une donnée, c'est la création de la donnée. Après la création de la donnée, c'est la transmission, le traitement et le point final, c'est la suppression. Donc on considère qu'une donnée peut naître quand vous créez une donnée, elle peut vivre, croître quand vous la transmettez, quand vous l'examinez, quand elle est traitée, et elle peut mourir quand vous la supprimez. Dans une affaire qui a été examinée au niveau du tribunal de grande instance de Calamo, où un monsieur avait été poursuivi parce qu'il avait propagé des insultes sur Facebook, et on avait fait une réquisition à l'entreprise Facebook, parce que la personne a insulté sur Facebook. Quand il a vu que la personne qui l'avait insulté a porté plainte, le jour qu'il reçoit la convocation, il supprime les publications de Facebook. Quand il se retrouve devant le magistrat, il dit ben non, qui prouve que moi je l'ai insulté. On peut entrer dans mon Facebook, on va vérifier, vous ne verrez jamais une publication de moi qui parle de ce monsieur qui l'insulte. Alors, ils sont rentrés dans Facebook, ils ont regardé, effectivement, il n'y avait pas de publication qui l'insultait. Le magistrat va faire ce qu'on appelle une réquisition. Ça veut dire qu'il va écrire à Facebook pour demander si l'utilisateur X avait effectivement en date Y insulté monsieur Y. On envoie la réquisition à Facebook. Facebook répond. Facebook dit ceci. Lorsque vous supprimez une donnée sur Facebook, elle reste dans nos serveurs, donc les serveurs de Facebook, pendant une durée de 30 jours. 30 jours après, Facebook supprime définitivement cette donnée. Malheureusement pour le monsieur, c'était avant les 30 jours, donc on a restauré les publications et il a été condamné à 24 mois de prison. Alors, est-ce qu'il y a des dispositions sur la sécurité des données personnelles? Oui, il y a des dispositions. Avec notre loi, avec la loi qui vient, Facebook sera considéré comme un responsable de traitement. Ça veut dire qu'elle sera soumise à des obligations pour respecter le consentement que vous lui donnez pour traiter vos données. Alors, si vous constatez bien dans les réseaux sociaux, quand vous enregistrez, on vous demande de cocher que vous acceptez les conditions générales d'utilisation. Bon. Si vous avez été curieux, il faut essayer de lire et de comprendre ces politiques générales. C'est un texte très long. Et une étude a démontré que pour lire tout ce texte-là, il faut au moins 76 heures pour lire et comprendre ça. Si on dans la plupart des cas, on coche, on passe à l'étape suivante. Alors, mais là-dedans, qu'est-ce qu'il y a? Là-dedans, vous donnez votre avis, par exemple, que s'il y a un litige, c'est un tribunal américain qui va connaître ce litige. Et s'il y a un litige, vous allez d'abord vous référer à la plateforme. C'est long. Mais dans un pays comme le nôtre, nous ne pouvons pas nous limiter à nous contenter des règles de politique générale qu'une entreprise privée vient édicter. C'est comme ça qu'il y a une loi. Et la loi va déroger à ces politiques de conditions générales. Parce que demain on dira, si vous voulez être opérationnel au Congo, vous allez respecter notre loi. Vous allez considérer que les Congolais ont des droits sur votre plateforme, que vous devez respecter la confidentialité de ces données, vous devez les protéger, vous ne devez pas les traiter à des fins publicitaires. Si vous acceptez, on vous donne l'accès.
Si vous n'acceptez pas, on vous bloque l'accès. Parce que ces entreprises-là vivent de la donnée, vivent du traitement des données. Et donc, il est temps que nous puissions protéger la donnée de nos concitoyens. Donc, c'était ça un peu l'explication. Et la loi, justement, a prévu une disposition là-dessus. Voilà. Général du Transacadémia. Je commence par présenter des excuses parce que nous sommes un peu plus loin de la ville. Notre bureau est situé sur 177 avenue Rouma, vers Palais de Marc. Vous comprenez que j'ai traversé la ville pour vous rejoindre. Nous allons parler de Transacadémia, en réalité Transacadémia qui fait l'actualité. Pour la petite histoire, Transacadémia vit le jour de par la promesse que le chef de l'État avait fait à la communauté estudiantine. C'était le 5 mai 2021, où le chef répondait aux préoccupations des étudiants à l'UPEN et il a promis la facilité de transport et non la gratuité du transport. J'aime toujours faire cette nuance. Après cette promesse, le 18 janvier 2021, un lot, plutôt 2022, un lot de 100 bus avait été remis à titre symbolique à l'Essolala du Panafeur, c'est des bus Volvo. Aussitôt après, nous étions à l'époque conseillers du ministre des Transports. Nous avons eu à travailler sur ce projet en vue de répondre tant soit peu aux besoins des étudiants. Les étudiants ont besoin de s'émouvoir, de bouger. Et Transacadémia veut être cette réponse pour faciliter l'étudiant à quitter d'un coin vers un autre. Il ne suffit pas de répondre à ces besoins par rapport à la fréquentation au cours, mais il a fallu faire des études pour répondre aux besoins de mobilité sur l'ensemble de la ville de Kinshasa et pourquoi pas ailleurs, puisque Kinshasa étant une ville pilote pour nous, nous avons ainsi créé 20 lignes, lesquelles vont pouvoir aider l'étudiant non seulement à rejoindre son université, mais à travers des correspondances, l'étudiant peut quitter un point vers un autre. Donc, avec Transacadémia, lorsque les lignes seront totalement lancées, d'ailleurs je vous informe, demain nous lançons la 3e ligne, qui est la ligne numéro 03, qui partira des Pascal jusqu'à l'ISP Gomé. C'est-à-dire, ces lignes telles qu'elles sont créées permettront à ce que vous pouvez aller faire des recherches vers la bibliothèque. Après le cours, vous pouvez vous rendre à un deuil. Donc, ça vous permettrait ainsi de bouger d'un point à l'autre. Mais nous parlons aujourd'hui, nous parlons de la numérisation, de la digitalisation. Et qu'est-ce que Transacadémia vient faire dans cette conférence qui traite de la numérisation? Eh bien, Transacadémia, pour répondre justement aux besoins de l'étudiant qui est un besoin spécifique, a mis sur pied une solution innovante dans ce qui concerne le mode de paiement. Le décret qui a été promulgué par le Premier ministre le 22 mars 2022, ce décret organise Transacadémia comme un établissement public qui est chargé de bien structurer et organiser le transport en faveur des étudiants à des prix préférentiels. Il fallait résoudre la question du prix préférentiel. Combien va coûter la course en faveur de l'étudiant, tout en tenant compte que l'étudiant n'a pas un grand pouvoir d'achat. De deux, il fallait répondre à la question de savoir comment distinguer l'étudiant et du non-étudiant, puisque c'est un transport exclusif, uniquement pour les étudiants. Quel est le mécanisme à mettre sur pied pour que seul l'étudiant congolais prenne place à bord du bus? Ça nous a amené à quitter le moyen traditionnel de paiement. Comme vous savez, aujourd'hui, pour entrer à bord de votre taxi, vous payez l'argent fiduciaire, l'argent en espèces. C'est le seul moyen de paiement qui existe aujourd'hui pour le transport en commun. Nous avons donc osé réfléchir et pour trouver une solution qui nous sortirait des sentiers battus pour emboîter la numérisation. C'est comme ça que pour nous, nous avons opté carrément que les titres de transport de Transacadémia se paieraient par des moyens dématérialisés. C'est que par nous, l'argent fiduciaire ne serait pas utilisé. Et ce qui nous a amené ainsi à adopter cela, d'où nous répondons à la fois aux problèmes de coût
pour votre information, notre transport, notre course revient à 375 francs. Moins que Transco qui fait le social. Mais nous ne nous gênons pas à mettre 375 francs parce qu'il n'y a pas de problème de petite coupure, puisque avec le moyen dématérialisé, ces problèmes est déjà résolu. Avec le moyen dématérialisé, vous pouvez payer même au centime. Je l'ai dit sous contrôle de ma soeur, Illico Cash, qui est avec les banques. Je vous informe qu'Illico Cash est aussi un partenaire à Transacademia. C'est-à-dire, je ne sais pas si elle vous l'a dit, si elle ne vous l'a pas dit, je vous le dis, que vous pouvez payer aussi par Illico Cash. Vous pouvez payer votre abonnement par Illico Cash. Je vois ma soeur, elle a sa carte. S'il vous plaît, vous pouvez prendre votre carte. Problème de modicité du prix. Nous sommes à moins que 500 francs. Notre palais facial, le billet le moins, je crois, c'est 200 francs et 500. Vous verrez qu'on ne s'est pas combiné pour faire 375 ni remettre. Mais avec le moyen dématérialisé, il est donc possible de payer ainsi. Mais nous avons opté de payer de faire un paiement par mécanisme d'abonnement. La course étant de 375 francs, mais vous payez un abonnement dont le plus petit serait de 3 jours en raison de 2 courses par jour. Donc, un aller, un retour pendant 3 jours, ça fait 2250 francs congolais. Chacun de nous est conscient ici que pour circuler dans la ville de Kinshasa, il arrive à des moments où la demande est forte, on doit prendre la moto, ça nous coûte ce que ça nous coûte. Mais Transacademia est une solution pour vous en termes de coût. Avec 375 francs la course, vous pouvez vous déplacer. Avec 2250 francs d'abonnement, pendant 3 jours, vous assurez vos circulations, ainsi de suite. Nous avons une série d'abonnements que nous présentons de 3 jours, de 7 jours, de 14 jours et enfin de 26 jours. Nous amenons ainsi l'étudiant congolais à pouvoir gérer ses finances, à gérer ses circulations. La question de mobilité peut se préparer, c'est-à-dire que vous pouvez avoir un budget que vous allouez pour vos déplacements et vous pouvez déjà anticipativement payer pour ces déplacements et rester calme. Maintenant, je reviens sur la problématique de la numérisation, c'est que il fallait identifier l'étudiant pour les distinguer du commun des mortels. D'où le mécanisme que nous avons mis sur pied grâce à une application que nous avons créée. Je vous annonce que cette application est faite maison. Ce sont nos propres informaticiens qui l'ont mis sur pied et qui l'ont déployé. Aujourd'hui, si vous téléchargez sur Google Play Store, vous trouverez notre application Transacademia, vous le téléchargez. Vous êtes appelé d'abord à créer un compte en mettant les informations vous concernant, lesquelles informations doivent correspondre aux informations que vous avez fournies à votre université. Parce que vous êtes étudiant, nous supposons que vous êtes normalement inscrit à votre université et les informations que nous fournissent votre université doivent être de même que vous souscrivez, vous donnez au niveau de l'application. Ce qui permet à ce que seuls les étudiants qui fréquentent une université auront accès au bus. Donc nous avons ainsi résolu le problème de l'exclusivité. Donc grâce à notre application, grâce à notre mécanisme de souscription, seul l'étudiant peut prendre place à bord du bus. Vous êtes donc heureux d'apprendre que vous avez des bus dédiés pour vous, où rien que les étudiants seuls prendront place à bord. Et comment nous arrivons à filtrer? Nous arrivons à filtrer parce que vous souscrivez, nous arrivons à filtrer parce que nous avons des bases de données venant des universités. Les universités nous certifient que vous êtes bel et bien étudiant et ainsi vous pouvez accéder. Alors je le disais que avec ça, nous avons mis sur pied des cartes, comme on vous l'a montré. Ces cartes sont des cartes avec code QR. Ces codes QR uniques qui offrent un ID, cet ID est unique à vous, où sont enfouies toutes les informations que vous connaissez concernant. Ainsi, quand vous devez prendre place à bord du bus, vous n'aurez qu'à swapper de votre carte. Une course va être déduite sur le forfait de course auquel vous avez déjà souscrit préalablement. Je passerai aussi en disant que la carte ne coûte pas grand-chose. Cette carte, vous l'utilisez durant toute une année académique, parce que l'année académique prochaine, les données vont changer. Vous allez changer les promotions,
peut-être vous pouvez changer d'université, vous pouvez peut-être changer d'adresse, ce qui fait qu'on doit des fois faire la mise à jour de cette base de données pour que l'année prochaine, que les données soient update et que vous ayez les informations à jour. Mais la carte, vous l'utilisez durant l'année académique et vous l'aurez payé une seule fois à $1 et que vous rechargerez à volonté selon vos moyens, selon votre disponibilité. L'application vous permettra, elle est en contact avec votre carte. Chaque fois que vous validez une course, vous avez de courses en moins. Si par exemple vous aviez souscrit à un forfait de 6 courses par jour, sur votre application, on vous dira que vous avez 6 courses. Vous montez, vous validez, on vous dit qu'il vous reste 5 courses et ainsi de suite. Nous ne sommes pas limités là, nous sommes en train, toujours dans le cadre de la numérisation, en train de mettre sur pied dans les jours à venir une solution qui permettra à l'étudiant d'identifier le bus qui est à proximité de là où il est. Ça veut dire, avant de sortir de chez vous, vous pourrez être en mesure de savoir que, voilà, à l'arrêt du bus, X bus sera disponible. Donc, vous pouvez géolocaliser les bus. Ça permettra ainsi à l'étudiant de ne pas se fâcher lorsqu'on a des problèmes d'embouteillage. Vous comprendrez rien que dans votre géolocalisation pour voir que voilà, ces bus traînent encore à tel endroit parce qu'il y a un bouchon, ainsi de suite. Alors, en peu de mots, Transacademy vient innover. Vous n'imaginez pas le nombre de personnes qui se déplacent dans la ville de Kinshasa. Vous n'imaginez pas le flux d'argent qui passe entre les mains. Nous venons comme une solution aussi à l'inflation, qui se définit comme étant une grande masse monétaire en circulation. Donc nous pensons que si cette solution qui est adoptée aujourd'hui, qui est utilisée par Transacademy, pourra être utilisée demain dans l'ensemble du secteur des transports, nous pourrons ainsi favorablement bouger et agir sur l'inflation monétaire de notre pays. Mais aussi l'inclusion monétaire. Ça permettrait ainsi de solutionner les paiements sans utiliser l'argent fiduciaire. Voilà un peu l'innovation avec Transacademy. Nous sommes en train de continuer à développer l'application. Nous vous sollicitons de pouvoir télécharger cette application. Nous demandons à ce que vous puissiez remplir vos informations, puisque déjà, il y a une ligne qui passe devant le boulevard. C'est la ligne 19. Cette ligne vient de Matete, passant par l'ISTA, l'INA, l'IFASIC, et va aboutir au niveau de l'ISP. Donc il y a une ligne qui balaye déjà, et pour lequel vous, en tant qu'étudiante ou étudiant de l'IFASIC, vous pouvez déjà souscrire et bénéficier des avantages qui sont derrière. J'ai dit, je vous remercie. Merci.